Je revenais tout juste d'un voyage scolaire. Ce n'était pas l'une de ces excursions confortables financées par l'école. Je l'ai payée moi-même. Chaque sou économisé pendant des mois. L'argent d'anniversaire, les cours particuliers, la garde de chiens, la vente de boucles d'oreilles faites à la main en ligne. Ne jugez pas, elles étaient en fait assez jolies. J'ai travaillé dur pour ce voyage comme si c'était les Jeux Olympiques, et j'en étais fière. C'était censé être amusant, et ça l'était en grande partie, mais le voyage ne me réussit pas. J'ai le mal des transports dans les bus, les avions, les bateaux. Si ça bouge et que ça transporte des gens, j'aurai le vertige et je regretterai d'être née. Donc, après 10 heures et demie de secousses dans un bus avec une climatisation aléatoire, ma colonne vertébrale avait l'impression d'avoir été compactée dans une tour de Jenga. Ma tête me lançait, mes pieds étaient gonflés, et la seule pensée qui me soutenait était ce moment glorieux où je pourrais prendre une douche et me glisser dans mon lit, mon vieux lit grinçant, mais le mien de manière fiable. Aussi, peut-être surprendre ma famille avec quelques souvenirs. Oui, je sais. C'est un peu embarrassant maintenant. Je n'en ai pas fait trop, ni rien. Un petit marque-page sculpté à la main pour ma mère parce qu'elle dit toujours qu'elle veut lire davantage quand les choses se calmeront. Elles ne le font jamais. Un porte-clés rigolo pour mon père avec une blague qui, je savais, lui plairait. Et pour ma sœur, eh bien, elle est très branchée art. Elle m'avait demandé des semaines auparavant si j'avais vu des outils ou des matériaux d'art locaux cool pour lui en rapporter, et je l'ai fait. Ce n'était pas facile non plus. J'ai dû manquer une partie d'une activité de groupe, négocier avec un vendeur ambulant grincheux, et trimballer la chose dans mon sac pendant des jours, mais j'ai trouvé cet ensemble vraiment unique de crayons de fusain faits à la main, chacun enveloppé dans du papier local imprimé. J'imaginais son visage s'illuminer quand elle l'ouvrirait. Peut-être qu'elle me serrerait dans ses bras. Peut-être qu'elle dirait merci pour une fois sans arrière-pensée passive-agressive. Je gardais encore ce petit espoir stupide qu'il remarquerait peut-être, juste peut-être, que j'avais fait un effort. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. J'arrive enfin à la maison, à moitié conscient, traînant mon sac de sport derrière moi comme un cadavre dans un film policier. La maison est calme. Je franchis le seuil. Mes chaussures résonnent sur le sol. Quelque chose sent différemment, comme de la peinture, de l'acrylique. On entend un léger bourdonnement de musique venant du couloir à l'étage. Ma valise claque contre la première marche. C'est là que ma mère passe la tête de la cuisine. Oh, tu es de retour, dit-elle comme si j'étais juste sortie chercher du lait. Pas de câlin, rien. Comment était le voyage? Juste ça. Je hoche la tête et j'essaie de sourire. Ouais, le voyage était bien. Un peu épuisé. Je veux juste une douche et dormir. Elle s'arrête. Oh, à ce sujet. Ta chambre. Eh bien, ta sœur l'utilise maintenant pour son article. Je cligne des yeux, littéralement, pensant que mes oreilles étaient bouchées et que j'avais mal entendu. Répète, s'il te plaît. Elle a besoin de l'espace, dit-elle, haussant une épaule comme si on discutait de marques de céréales. Je monte lentement les escaliers, mon cœur battant maintenant, mais pas à cause de la fatigue. Et puis je le vois. La porte de ma chambre, enfin, de ce qui était ma chambre, est grande ouverte et tout est différent. Mes posters disparus, mon lit disparu, mes étagères disparues. Les murs sont maintenant blancs, éclaboussés de couleurs et couverts d'esquisses épinglées. Il y a un chevalet tout neuf, un ring light, des piles de toile, et une de ces chaises ergonomiques dont elle se plaignait toujours d'avoir besoin. Et, attention où tu marches, m'interpelle ma sœur, sans même lever les yeux. Le sol est encore en train de sécher. Je suis restée là. Je n'ai même pas demandé si elle plaisantait parce qu'elle ne plaisantait pas, évidemment. Je me suis retirée et je suis redescendue, abasourdie. Mon père était sur le canapé, regardant un documentaire animalier comme si c'était un mardi comme un autre. « Salut, mon cœur, dit-il. Ne sois pas égoïste, d'accord ? » Elle essaie de construire un portfolio. Tu auras 18 ans bientôt de toute façon, n'est-ce pas ? Parce que les presque 18 ans n'ont pas besoin de lignes de respect humain élémentaire. Et mes affaires, ai-je demandé.
C'était la seule chose à laquelle je pouvais penser. Ma voix sortait mince. Tout est emballé dans le garage. Tu peux prendre ça quand tu veux. Je n'ai pas parlé. Pas vraiment. J'ai juste hoché la tête. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti les clés de la maison que j'avais depuis mes 13 ans, et je les ai posées sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié ni claqué de porte. Je suis juste partie. Il y a eu une seconde, peut-être deux, de silence, puis j'ai entendu ma mère derrière moi. Où vas-tu? Tu n'as même pas 18 ans. Ne sois pas dramatique, ajouta mon père, sans même tourner la tête. Ce n'était pas du drame. C'était de la clarté. C'est drôle. Tu penses que quand ton monde bascule comme ça serait bruyant, explosif. Mais cela semblait silencieux, comme l'absence de quelque chose qui n'avait jamais été là en premier lieu. Je ne savais pas où j'allais. Peut-être que j'appellerais Bi. Elle avait toujours dit que je pouvais dormir sur son canapé si les choses devenaient vraiment bizarres à la maison. Peut-être que je trouverais un banc public et que je ferais semblant d'être la star d'un film indépendant. Je ne savais pas. Je savais juste que je ne revenais pas. Les gens disent toujours des choses comme « tu as dû le voir venir » ou « tu n'as pas remarqué les signes ?» Comme si le recul réécrivait la magie de l'histoire. Mais la vérité, c'est que lorsque vous grandissez dans une famille qui vous ignore juste de la bonne manière, doucement, poliment, stratégiquement, vous apprenez à vous auto-persuader avant que quiconque n'ait à le faire. Ce n'était pas seulement la chambre. C'était juste la goutte d'eau, l'étincelle qui a allumé la mèche. Mais le feu a commencé il y a des années, ma sœur et moi n'avons que 2 ans d'écart. Elle est plus âgée en âge, mais plus jeune en tout le reste. Pas parce qu'elle est immature, mais parce qu'on lui a permis d'être chouchoutée, encouragée à être fragile, enveloppée d'éloges et d'attentions douces. Moi, en revanche, j'ai été qualifiée d'indépendante dès l'âge de 5 ans. Au début, cela ressemblait à un compliment. Tu es si mature, disait-il, si facile. Mais cela s'est lentement traduit par d'autres choses comme être oubliée à la sortie de l'école, prendre mes propres rendez-vous chez le dentiste ou apprendre à cuisiner parce que maman était trop occupée à aider ma sœur à préparer ses soumissions artistiques et papa était toujours en appel. Je pense que la première fois que j'ai vraiment ressenti la différence, j'avais peut-être 8 ans. Nous avons toutes les deux participé à un concours d'art scolaire. La mienne était un collage bizarre et désordonné fait de rappeurs découpés et de vieilles bandes dessinées. Chaotique, mais plutôt cool. Je n'ai rien gagné, mais ma professeure a dit que c'était imaginatif. J'étais impatiente de le montrer. Ma sœur a peint un arbre. Juste un arbre avec des feuilles à l'aquarelle et un petit oiseau. C'était joli. Elle a remporté la 2e place. Mes parents ont apporté des ballons, l'ont emmené dîner, ont tout raconté à l'église. Quand je leur ai montré mon collage, ma mère a froncé les sourcils. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais bon, tu as essayé. Je l'ai quand même épinglé au mur de ma chambre. Ce fut le premier d'une longue série. Quand ma sœur voulait prendre des cours d'art, elle en avait. Des cours coûteux. Quand j'ai demandé à rejoindre un atelier d'écriture, c'est loin, ma chérie. Difficile de t'y amener avec nos emplois du temps. Quand elle a cassé le grille-pain, c'était un accident. Quand j'ai fissuré une assiette, c'était de l'inadvertance. Quand elle a oublié son déjeuner, papa a tout laissé tomber pour le lui apporter à l'école. Quand j'ai oublié le mien, tu es assez grande pour préparer ton propre déjeuner. Et les anniversaires, ne me lancez même pas. Les siens étaient dignes de Pinterest. Gâteau personnalisé, thème, ami de tous les horizons de sa vie. Les miens impliquaient généralement un gâteau de dernière minute de l'épicerie et ma tante qui envoyait un SMS, « Oups, je pensais que c'était la semaine prochaine. » Alors, je me cramponnais au bon moment, aux miettes. Mon père complimentait mes notes avec un « intelligente » distrait avant de retourner à ses emails. Ma mère m'achetait un livre une fois parce qu'elle pensait que j'aimerais quelque chose de calme. Ils n'étaient pas des monstres, juste inattentifs, sélectivement aimants. Le genre de personnes qui disent « je t'aime » avec leurs mots mais pas avec leur choix. En vieillissant, j'ai arrêté de demander des choses, arrêté de leur montrer mes victoires.
Ça n'avait pas d'importance. Elles appartenaient toujours à quelqu'un d'autre, à elle. À 16 ans, j'étais complètement transformée en personnage secondaire de la famille. Je payais mon propre forfait téléphonique. Je postulais pour des emplois et je prenais des cars après l'école. Je trouvais mon propre emploi du temps, mes propres finances, mon propre tout. Je nettoyais en silence, je mangeais en silence, je vivais en silence, et il me félicitait pour cela. Elle ne nous pose jamais de problème. Elle est si facile à gérer. Ce qu'il voulait dire, c'est, elle n'a pas besoin de nous, donc nous n'avons pas besoin d'essayer. Ma sœur, par contre, pouvait pleurer pour un stylo cassé et obtenir un ensemble de remplacements en 2 jours. J'ai une fois eu de la fièvre et me suis évanouie dans la salle de bain. Je me suis réveillée 1 heure plus tard dans une maison vide. Ma mère était allée faire des courses. Mon père était au travail. Ma sœur était à son club d'art. Personne n'a remarqué mon absence. Je ne leur ai pas dit parce que j'avais appris à ce moment-là qu'il était inutile de faire du bruit quand personne n'écoutait. C'est pourquoi le coup de la chambre m'a frappé comme ça. Ce n'était pas juste l'espace. Ce n'était même pas le lit. C'était la confirmation finale de ce que je savais déjà au plus profond de moi, j'étais jetable. Ils ne m'ont même pas envoyé de SMS pendant mon absence. Pas une seule fois. Ma mère a dit plus tard qu'il ne voulait pas me déranger. Et mon père a plaisanté en disant qu'il pensait que j'avais besoin d'une pause de leur part. C'est drôle comme ils enveloppaient toujours la négligence dans de jolis nœuds. Nous te donnions de l'espace. Bien sûr, tellement d'espace que vous m'avez effacé entièrement. J'ai essayé de tenir le coup quand je suis partie. Vraiment. Mais quand je me suis finalement arrêtée de marcher quelque part près de chez Bi, je me suis assise sur un trottoir et j'ai craqué. Pas de la manière dramatique des films. C'était plus silencieux que ça, une lente fuite de chagrin que je ne savais pas retenir. Je ne savais pas où j'allais ensuite. Je n'avais pas de plan. Mes examens approchaient. Je n'avais nulle part où dormir en sécurité. Ma sœur avait un studio d'art. J'avais un sac de sport et un porte-clés souvenir qu'elle ne pourrait jamais ouvrir. Une personne m'est venue à l'esprit. Ma grand-mère. Je ne l'avais pas vue depuis un moment. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que la vie était devenue bruyante, et lui rendre visite donnait toujours l'impression de sortir un peu de ce bruit. Elle vivait dans une petite maison de retraite pour personnes âgées en ville. Rien de luxueux. Mes parents disaient que c'était suffisant. J'ai pris note mentalement de passer bientôt. Pas parce que j'attendais quelque chose, mais parce que parfois, quand tout le reste semble s'effondrer, on veut juste voir quelqu'un qui se souvient de qui vous étiez avant d'être fatigué. Quand vous dormez sur le canapé de quelqu'un d'autre, tout semble temporaire. Même vous. La famille de Bi a été assez gentille pour me laisser rester quelques jours, mais je le sentais. Les sourires forcés de sa mère, les silences étranges quand j'entrais dans la cuisine, les petites allusions comme « Es-tu sûr que tes parents sont d'accord avec ça ?» Comme s'ils s'en souciaient. Je ne m'attendais pas à une suite 5 étoiles. Je voulais juste exister sans être un fardeau, finir l'école sans m'écraser. Les examens approchaient à grands pas. Je manquais de vêtements propres. Chaque fois que quelqu'un m'offrait de l'aide, du shampoing emprunté, des restes de dîner, je me sentais rétrécir, comme un fantôme dans la vie de quelqu'un d'autre. J'étais techniquement toujours une lycéenne, mais je ne me sentais pas comme telle. Je me sentais comme quelque chose entre les deux, trop vieille pour demander de l'aide, trop jeune pour disparaître sans que cela ne devienne un problème. Et puis il y avait le silence. Pas un seul message de mes parents. Pas un appel, même pas un « Eh, tu es vivante ?» Ça aurait dû me faire plus mal, mais honnêtement, ça ne m'a pas choquée. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point la douleur était silencieuse. Comme si j'écoutais enfin quelque chose que j'ignorais depuis des années. J'ai commencé à éviter les gens qui posaient des questions. J'ai dit à l'école que je restais avec de la famille élargie, ce qui n'était pas un mensonge. La mère de Bi étendait maintenant sa patience au quotidien. Je savais que je ne pouvais pas rester là longtemps. J'avais 10 jours avant mon anniversaire. 10 jours avant que je ne sois légalement considérée comme adulte.
10 jours pour comprendre ce que signifiait être adulte quand on n'avait pas de chez soi. Alors, je suis allée voir la seule personne qui m'avait toujours vue, vraiment vue, même quand personne d'autre ne prenait la peine de regarder, ma grand-mère. Elle vivait dans une maison de retraite économique qui sentait le chou bouilli et les vieux journaux, mais elle aimait ça, ou du moins elle faisait semblant. Sa chambre était minuscule avec des rideaux en dentelle et une couverture au crochet qu'elle prétendait être plus vieille que moi. Je n'avais pas prévu de lui dire grand-chose. Je pensais peut-être qu'on s'assoirait, boirait du thé faible, et parlerait de rien en particulier. Mais au moment où je suis entrée, elle m'a regardée et a dit, quelque chose s'est passé. Elle savait toujours. J'ai essayé de plaisanter, j'ai dit que je faisais une recherche d'âme. Ça n'a pas marché. Au deuxième mug de thé, j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. Pas la version polie que j'avais donnée à Bi, la vraie, sur l'atelier d'art, le canapé, la vie emballée, le silence de mes parents, comment j'avais laissé des souvenirs, et qu'ils n'avaient même pas demandé si j'étais rentrée saine et sauve. Je m'attendais à de la sympathie. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ensuite. Grand-mère est restée parfaitement immobile une seconde, puis elle a dit, « Bien. » J'ai cligné des yeux. « Bien. Tu es sorti. » « Bien. Ils ne peuvent pas te remettre là-dedans maintenant. » Je ne savais pas comment répondre, alors elle l'a fait pour moi. Elle a ouvert son tiroir de table de chevet et a sorti une enveloppe épaisse, scellée, attachée par des élastiques, et légèrement froissée. « Ce n'est pas de l'argent, dit-elle avant que je puisse demander. « Pas encore, mais c'est comme ça que tu iras où tu dois aller. » J'ai regardé fixement. « Qu'est-ce que c'est ? » Des informations bancaires, des formulaires juridiques, une lettre à mon avocat. Je me préparais depuis un moment. J'ai hésité. Grand-mère, je ne veux pas que tu renonces à quoi que ce soit pour moi. Elle m'a coupé d'un geste de la main. Je ne renonce pas. Je donne 2. Grande différence. Je n'ai pas tendu la main vers l'enveloppe, mais le poids de celle-ci dans sa main en disait assez. Ce n'était pas juste de l'aide. C'était un avenir qu'elle avait façonné en silence, morceau par morceau, pendant que tout le monde oubliait qu'elle existait. Ce soir-là, j'ai finalement ouvert l'enveloppe. Pas d'argent liquide, juste des documents proprement pliés, une liste de comptes d'épargne, une note de son avocat, et sur le dessus, de sa propre écriture, une courte phrase, « Je ne peux pas te donner une maison, mais je peux te donner une porte de sortie. » Les jours suivants sont passés vite, plus vite que je ne pouvais le traiter. L'avocat de grand-mère a confirmé que tout était légal. Elle ne pouvait pas me donner le montant total avant mes 18 ans, mais elle pouvait m'aider avec ce qu'elle appelait des fonds de préparation. J'ai trouvé un studio, minuscule, mais le mien, j'ai signé un bail à court terme, payé d'avance, j'ai dormi par terre les 2 premières nuits parce que je n'avais pas encore de matelas, mais ça semblait mieux que n'importe quel lit que j'ai jamais connu. Je continuais à rendre visite à grand-mère tous les jours après l'école. Nous remplissions des documents ensemble, mangions des plats à emporter, regardions de mauvaises jeux télévisés et nous moquions des réponses des candidats. Elle me racontait des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant. Sur son premier amour, sur la façon dont elle chantait dans la chorale de l'église, sur la façon dont elle a une fois giflé un homme qui a insulté sa cuisine. C'était paisible, trop paisible en y repensant. Il y avait des signes, une ombre à l'horizon, une tension dans ma poitrine chaque fois que je vérifiais mon téléphone. Une tension que je ne pouvais pas nommer. À l'époque, je pensais que je m'adaptais, que je m'installais, que je découvrais qui j'étais sans une maison pleine de gens qui agissaient comme si je n'existais pas. Je ne réalisais pas que les nuages d'orage s'accumulaient déjà, que les choses allaient encore changer, et pas de la manière dont j'espérais. Car quand les gens vous ignorent assez longtemps, ils pensent que vous arrêtez de mûrir jusqu'à ce que vous deveniez gênant. Et apparemment, j'étais sur le point de devenir très gênante. Ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas envoyé de SMS, ils ont frappé. C'était un mardi en début de soirée. Je venais de rentrer du travail et j'avais enlevé mes chaussures quand je l'ai entendu. 3 coups secs à la porte. Pas le genre amical. Pas le genre « je t'apporte des muffins ». Le genre de coup qui ressemble déjà à une accusation. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient tous les deux là.
Ma mère était habillée comme si elle avait quelque chose de plus important à faire. Maquillage trop parfait. Ce drôle de sourire forcé qu'elle utilisait quand elle voulait sembler raisonnable. Mon père était raide, bras croisés, comme si j'étais un problème lors d'une réunion parents-professeurs. Nous devons parler, dit-elle. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu? Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis juste restée là dans l'embrasure de la porte, attendant. Nous savons ce que tu as fait, dit mon père. C'était presque impressionnant à quelle vitesse ils sont arrivés à l'essentiel. Pas de prétexte, aucune tentative de chaleur, juste droit aux accusations. Elle n'est pas bien, ajouta ma mère, la voix tremblante. Mais pas de tristesse, de calcul. Elle est confuse ces derniers temps. Elle n'est pas capable de prendre ce genre de décision. Je l'ai regardée. Tu parles de grand-mère? Tu as profité d'elle, dit mon père. Tu l'as manipulée pour qu'elle te donne accès à ses finances. J'ai ri. Je ne voulais pas. C'est sorti comme un rire court et étouffé qui ressemblait à une toux. Je n'ai rien pris, dis-je. Elle me l'a donné. Elle avait tout planifié il y a des mois. Tu t'attends à ce que nous croyions ça, a répliqué ma mère. Non, dis-je. Je me fiche de ce que vous croyez. J'ai commencé à fermer la porte. C'est là qu'il l'a sortie. Une feuille de papier pliée, en tête juridique couleur crème. Nous nous verrons au tribunal. Ils avaient déposé une plainte. Abus financier sur personne âgée. C'était le terme qu'ils avaient utilisé. Ils ont prétendu que grand-mère n'était pas mentalement saine. Qu'elle avait été contrainte. Que je l'avais isolée de sa vraie famille et que je l'avais trompée pour qu'elle signe le contrôle de ses comptes. Et tout d'un coup, la vie que j'étais en train de construire a commencé à trembler, pas à tomber, pas à se briser, juste à trembler. Comme une maison le fait quand un train passe trop près. L'avocat que grand-mère avait utilisé m'a contacté immédiatement. Il était furieux. Il a dit que c'était une campagne de diffamation, ridiculement transparente. Mais tout de même, des documents devaient être déposés, des déclarations faites, des évaluations médicales soumises. C'était réel maintenant. Ce n'était plus juste du drame familial. C'était des dates d'audience, des numéros de dossier et des signatures. Grand-mère, pour sa part, était furieuse. Elle est allée chez son médecin le même jour et a exigé une évaluation psychologique complète, a réussi tous les tests avec un sarcasme sec et une mémoire plus vive que la mienne. Elle a donné au directeur de la maison de retraite une copie des papiers du tribunal et lui a calmement demandé de témoigner en sa faveur. Il a accepté sans hésiter. Elle m'a même envoyé un message ce soir-là. Laisse-les venir. J'ai été sous-estimée plus longtemps que tu n'as vécu. J'avais peur parce que je savais à quel point ils étaient bons pour retourner les choses. Comment ils se glissaient facilement dans le rôle de parents inquiets. Ils l'avaient déjà fait à l'école, à l'église, même avec des parents. Ils avaient un ton, un regard, un scénario, et ils étaient habitués à ce que les gens y croient. J'étais juste la fille qui est partie, celle qui est de mauvaise humeur, l'enfant difficile, celle qui ne répondait pas aux appels ou ne venait pas au dîner de famille. Ils me dépeindraient comme ingrate, manipulatrice, intéressée par l'argent. Moi, je ne voulais pas d'argent. Je voulais juste un lit, un endroit, une vie qui ne ressemblait pas à une punition pour exister. La procédure judiciaire n'a pas duré longtemps. Leur dossier était faible, précipité et plein de contradictions. L'évaluation de grand-mère l'a complètement fait échouer. Son médecin a témoigné qu'elle était mentalement compétente et exceptionnellement lucide. Le personnel de la maison de retraite l'a soutenue. Leur avocat les a laissés tomber une semaine avant l'audience prévue, disant qu'ils étaient peu coopératifs. Ils ont essayé de faire marche arrière, ont essayé de faire croire à un malentendu, qu'ils avaient peut-être réagi de manière excessive par inquiétude, qu'ils voulaient juste ce qu'il y avait de mieux pour maman. Mais il était trop tard. La nouvelle s'est répandue. La famille élargie a commencé à poser des questions. Une tante a tendu la main, furieuse. Apparemment, mes parents avaient dit à tout le monde que grand-mère se souvenait à peine de son propre nom, qu'elle s'affaiblissait. Personne n'avait pris la peine de vérifier. Maintenant,
il vérifiait, et ça ne tournait pas rond. Grand-mère a mis à jour ses documents légaux. Cette fois, elle m'a ajouté comme sa mandataire médicale officielle. Si sa santé déclinait un jour, c'est moi qui prendrais les décisions, pas sa fille, pas son gendre. J'ai demandé si elle était sûre. Elle a dit oui sans ciller. Ils ne décideront pas comment je quitte ce monde, dit-elle. Ils ont déjà décidé à quel point j'étais peu importante dans ce monde. Un mois passa. Je me suis concentrée sur l'école, sur le travail, sur le sommeil, sur me souvenir comment respirer. J'ai été acceptée dans un programme universitaire dans tout l'État, avec une bourse complète. C'était un rêve que je n'aurais jamais cru avoir le droit de poursuivre. Quand je l'ai dit à grand-mère, je m'attendais à ce qu'elle hésite, qu'elle me demande de ne pas y aller, qu'elle dise qu'elle avait besoin de moi près d'elle. Elle ne l'a pas fait. Elle a juste souri et a dit, « Il est temps de déménager. Je promets de venir te voir tous les week-ends. » Elle a levé les yeux au ciel. « Tu ferais mieux. » Nous lui avons trouvé un nouveau foyer plus proche du campus, plus sûr, plus chaleureux. Il y avait un jardin, un chien de thérapie, de la musique live le mercredi. J'ai payé volontiers la différence de coût. Cela ressemblait à construire quelque chose de réel, quelque chose de mien. Des années passèrent. J'ai obtenu mon diplôme, trouvé un travail que j'aimais vraiment, loué un meilleur appartement, payé des impôts, passé des appels téléphoniques d'adultes, et chaque dimanche, je rendais visite à grand-mère. Son argent a fini par manquer, mais le mien non. J'ai pris en charge les coûts sans hésiter. Ce n'était pas un fardeau, c'était un honneur. Elle a vécu plus longtemps que quiconque ne s'y attendait. Elle riait plus fort que quiconque de son âge n'avait le droit de le faire. Elle racontait des blagues inappropriées aux infirmières. Elle me donnait des encouragements avant les entretiens. Elle vivait. Et quand elle est finalement décédée, ce fut en silence, paisiblement dans son sommeil. J'ai tenu sa main jusqu'à la toute fin. Elle a laissé une note, juste une ligne. Tu m'as donné une seconde vie. J'espère que je t'ai donné la tienne. Je n'ai pas invité mes parents aux funérailles ni ma sœur. J'ai entendu dire qu'ils étaient toujours ensemble, que la carrière artistique de ma sœur a échoué, qu'elle gère maintenant un magasin de loisirs créatifs en centre-ville. Ils ne parlent plus à la plupart de la famille élargie. Parfois, je me demande s'ils pensent jamais à moi, à grand-mère, à ce qu'ils ont essayé de prendre, mais ensuite je me rappelle que ça n'a pas d'importance. Ils ont eu leur chance de me connaître, de la connaître. Ils ont choisi le contrôle plutôt que la connexion, l'image plutôt que la vérité, et nous nous sommes choisis mutuellement. C'était mon histoire. En y repensant, je ne sais pas ce qui me choque le plus. Jusqu'où ils sont allés ou combien de temps il m'a fallu pour arrêter de m'attendre à ce qu'ils se soucient. Mais au final, j'ai trouvé quelque chose de mieux que leur approbation. J'ai trouvé la paix. Et j'ai trouvé quelqu'un qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Alors maintenant, je veux savoir, qu'en pensez-vous? Allait-il jamais me traiter différemment? Ai-je fait la bonne chose en partant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, personnelles, émotionnelles et un peu désordonnées, abonnez-vous.